Donc, alors merci de l'invitation. Alors je suis l'historien, mais sans grand H. Je ne prétends pas être un hyper spécialiste de ces questions-là, même si je les aborde bien évidemment. C'est vrai que c'est important de réfléchir sur ces questions-là, d'autant plus que c'est une réflexion qui m'est venue en vous écoutant précédemment, c'est qu'on est dans une société de l'hyperflux, et quand on parle des lieux de sociabilité et de citoyenneté, c'est vrai que dans cette société de mouvement permanent, si on y réfléchit, et là je fais un peu le lien déjà avec les choses que je vais pouvoir évoquer, lorsque vous avez il n'y a plus l'église, souvent ça peut apparaître un lieu de sociabilité, mais aussi ça a été un lieu de citoyenneté, tout au moins à certaines périodes, y compris même sous l'Ancien Régime, et puis avec également donc d'autres polarités. Et je pensais aussi, peut-être plus du peuple, il y a aussi des spécialités comme ça qui nous montrent que, bien sûr des contextes très différents de ce que je vais aborder, il y a besoin de ces polarités pour pouvoir échanger d'une manière ou d'une autre, parfois même muscler. Alors ici, du sujet aux citoyens approche de quelques réalités, parce que évidemment, c'est tellement vaste, quand je dis oui, j'aurais jamais dû dire oui, c'est tellement vaste que c'est un petit peu compliqué. Mais il n'empêche, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu, d'autant plus, avant d'aller davantage au cœur de l'affaire, il me semble que, vous savez peut-être, on y viendra, que au moment de la Révolution française, il y a cette distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, qui était fondée justement sur un aspect très constitutionnel, qui a été défini à ce moment-là, et me semble-t-il aussi, on est actuellement revenu à cela, malheureusement pas dans la même logique, parce que la passivité, on a tous une activité possible, et c'est la passivité globale qui semble l'emporter avec les dangers que l'on connaît. Alors, ici, au titre que j'ai un peu long, un peu ancien régime d'ailleurs, que j'ai mis ici parce que je suis moderniste, on pourrait ajouter un autre, encore sous-titre en quelque sorte, qui d'ailleurs va être dans notre fil rouge un petit peu, l'émergence de l'homme démocratique. C'est bien prétentieux, de l'individu, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, et de sa relation à la chose publique, à la vie publique, sachant que, et là je vais introduire par Tocqueville, il faut toujours revenir à Tocqueville, à l'exil de Tocqueville, qui avait déjà pointé les dangers de la démocratie en Amérique, des dangers que nous connaissons actuellement. Alors bien sûr, il n'était pas visionnaire, il n'allait pas deviner ce qui allait se passer, mais c'est intéressant de revenir à Tocqueville pour cela. Alors pour lui, une société égalitaire, celle dans laquelle a priori nous sommes, c'est celle qui fonde l'homme démocratique, souffre indéniablement de la question de l'individualisme, je cite, un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse, de ses semblables, et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis. Et donc, dans une société aristocratique, l'individu est au contraire, bien sûr, contraint par la nécessité, son rôle et les devoirs inhérents à une chaîne hiérarchique, en quelque sorte, et de relations interindividuelles. Et donc, dans une société démocratique, c'est là l'essentiel, bien sûr, c'est que l'individu choisit les liens qu'il veut, les liens qu'il veut aussi créer, et donc son insertion et sa relation au groupe, donc à la communauté, nous on pourrait dire bien sûr la communauté citoyenne. Et donc derrière ça, évidemment, c'est la question du choix, du consentement libre du citoyen, que l'on peut donner en tant que citoyen ou pas. Or actuellement, nous sommes bien, nous semble-t-il, ça fait écho à ce qu'a écrit Tocqueville au début du XIXe siècle, nous sommes bien ici, 2 siècles après, dans ces échos-là, parce qu'on a ces discours lancinants qui sans cesse nous rappellent la question des droits et des devoirs, et je vous rappelle, vous le savez bien sûr, que lors de la campagne de la précédente pour la présidence de la République, donc au printemps, on a pu entendre d'un certain candidat que les devoirs valent avant les droits. Ça fait beaucoup réagir, de candidat Macron à l'époque, les devoirs valent avant les droits. Je ne sais pas si moi je ne vais pas discuter sur le avant, mais il n'empêche, on sent bien qu'il y a une interrelation extrêmement forte entre les deux. Ça nous révèle, nous, les tensions, bien sûr, de notre société et de la crise de la chose publique, mais ça, vous le savez, c'est bien pour ça que nous sommes là, ici. Et Tocqueville avait d'ailleurs, j'ai dit, pointé en partie également d'autres soucis, notamment il y a un chapitre qui s'appelle « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre ?» Et donc, on en vient, c'est lorsqu'il y a ce repli sur les affaires privées, il y a, l'émergence d'une caste, et donc de gens qui vont s'emparer d'une manière ou d'une autre de pouvoir, en quelque sorte, pour recréer en partie une sorte de créer une fausse démocratie.
parce que la difficulté, il le dit lui-même, hein, c'est qu'il faut que les hommes s'arrachent, le terme est intéressant, ils s'arrachent de leurs affaires, à leurs affaires particulières pour s'occuper des affaires communes. Et c'est là le problème, c'est que souvent on est, notamment dans une société, nous, de la consommation, du confort et de l'individualisme, s'arracher au quotidien, et notamment dans un moment de crise, c'est très difficile. Donc, moi, ce qui va, après cette longue introduction, mais en partant sur Tocqueville, ça me semble important quand même d'évoquer Alexis de Tocqueville pour cela. Ce qui nous intéresse, c'est ce cheminement hein, du sujet vers l'individu, alors avec bien sûr les lacunes qu'il y aura nécessairement. Alors d'abord, une question de terminologie, normalement. Ouais. Alors, je vous rassure, on ne va pas lire, hein. Ça fait peur tout de suite, mais non. Hein. Parce que du sujet à l'individu, avant de poursuivre, ici, j'ai juste mis en évidence, j'aime bien partir des mots, parce que je trouve ça intéressant, parce que ça nous souligne également des évolutions. 1762, donc l'Académie française, vous voyez, soumis, astreint à ce qu'est l'indépendance. Bon, après, si je vous ennuie, vous pouvez attendre lire le reste. Hein. Et puis après, vous avez ici, 62, est aussi substantif celui qui est sous la domination d'un roi, d'une république, ou de quelque autre souverain. On sent bien qu'il y a déjà une précision, et entre parenthèses, ça vous souligne déjà l'idée qu'il y a une sorte de politisation, entre guillemets, du terme qui apparaît progressivement à partir donc, du second 18e, c'est l'écho évidemment de plus en plus des réflexions politiques qui ne sont pas nouvelles, si vous voulez, mais qui s'accentuent au cours de ce second 18e siècle. Et ici, toujours dans le dictionnaire de l'Académie française, vous avez donc, hein, vous voyez les chronologies. Alors, citoyen, on va y venir, hein, c'est question d'habitants d'une cité, riche citoyen, sage citoyen, etc. etc. Hein. Homme zélé pour sa patrie. Bien sûr, là, il faut pas avoir une lecture anachronique du terme de patrie, évidemment. Hein. Nous, on a une lecture faussée par celle du 19e, après nation, etc. Hein. Vous voyez, après, les exemples, c'est très intéressant, bien sûr, l'exemple de l'Antiquité. On y reviendra, c'est l'appui. Après, au 98, évidemment, il y a eu la Révolution, entre-temps. Hein. L'onde d'un citoyen exception stricte et rigoureuse se donne à l'acteur d'une cité, d'un état libre, etc. Mais là, vous voyez, l'ajout important, qui a droit de suffrage. L'élection, c'est le cœur quand même de l'affaire. Pour nous, un citoyen dans une démocratie, celui qui a le droit de voter le suffrage dans les assemblées publiques, et il fait partie du souverain, sous-entendu, on parle de la souveraineté nationale, c'est ça, le souverain, bien évidemment, dans le sens. Et 35, en 1835, pardon, donc pareil, on voit, j'ai repris, parce que vous avez des échos, hein, et tout à la fin, on voit aussi le cheminement, même si on est là dans une monarchie de type constitutionnel, hein, bien sûr, vous avez le citoyen français qui dit que quiconque jouit en France des droits politiques. Vous savez très bien que c'est limité, hein, il n'y a pas les femmes, etc. Tel que le droit de concourir à l'élection des députés, de siéger aux assises, de qualité de juré, etc., etc. On voit bien ici que vous avez une précision progressive avec cette étape essentielle, hein, qui est celle de la Révolution. Alors justement, dans un premier temps, ce qu'il en est de cette citoyen, enfin de ces sujets citoyens, on peut appeler les deux en partie, avant la Révolution. Alors, dans l'Europe occidentale, il y a une conscience hein, de ce qu'était un citoyen, et déjà même on le voit, pardon, je vais le passer chez Jean Bodin, notamment. Alors bien sûr là ça remonte au XVIe siècle, hein, mais vous voyez, là, mais avec ce lien hein, avec toujours la République populaire, donc il y avait cette conscience, hein, parce qu'il y avait le modèle évidemment antique qui était là, hein, donc avec cette opposition entre ce qu'est un citoyen, de part des bourgeois, soit par tête, soit par lignée, on va y venir, etc. Mais on voit très bien ici, hein, ces gens qui par classe, paroisse, interviennent. Et en dessous, dans les monarchies, le sujet, ils n'ont que devoir, c'est celui de l'obéissance. Là, c'est clair. Mais évidemment, sous l'Ancien Régime, vous avez une forme de conjonction des deux en quelque sorte, parce que vous avez un usage du terme de citoyen, c'est ce qui va m'intéresser ici. Parce que, pas pour tous, ce sont des sujets, par exemple, dans la monarchie française, mais avant même de parler de la France, vous avez des républiques, vous avez des cités-États qui ne sont pas démocratiques. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas tirer le fil en se disant que c'était démocratique, loin de là. Même si, initialement, parfois, au XIe et XIIe siècle, vous avez par exemple les premières communes italiennes, ces cités-États communes italiennes, qui ont désigné par tirage au sort, parce que le tirage au sort, ça c'est un héritage de l'Antiquité, ça apparaît comme l'expression même de la démocratie, alors que pour nous, ça s'est complètement inversé, ça apparaît comme l'expression même d'une forme d'arbitraire. C'est ça qui est assez intéressant. Mais le tirage au sort, on parlait d'Athènes tout à l'heure, c'est le tirage au sort quand même, qui faisait qu'on désignait par exemple les magistrats, etc. Et qu'il y avait un exercice de cette citoyenneté. Et c'est intéressant de voir aussi ces basculements, c'est la question des perceptions que l'on peut avoir.
Et donc là, dans ces communes italiennes, donc 11e, 12e siècle, tirage au sort des magistrats, et à Florence, lors des élections républicaines, même à un moment de la République, bien sûr, de la Renaissance, vous avez, lorsqu'il n'y a pas les Médicis pour la main, si vous voulez, vous aviez également là un tirage au sort. Et Max Weber le rappelait dans La Ville en 1947, dans les nouvelles villes, c'est en tant qu'individu que le citoyen entrait dans la bourgeoisie, dans cette bourgeoisie. C'est en tant qu'individu qu'il prêtait serment de bourgeoisie, bien sûr, plus que l'origine familiale, c'était la qualité de membre de l'association locale de la ville, donc l'appartenance à ce qui est dans les murs, l'importance du mur, notamment à l'époque médiévale, comme symbole fort de cette appartenance à la ville et donc au statut de bourgeois et à la citoyenneté, sous-entendu de la bourgeoisie. C'était le droit de bourgeoisie qui était là, bien sûr, mis en œuvre. Dans le cas des villes libres d'empire, parce qu'il y avait beaucoup de villes libres d'empire, il y a des citoyens également, on peut appeler comme ça dans les sources, avec, quoi qu'il en soit, un patriciat. Et c'est là qu'on voit que ce ne sont pas des démocraties, parce qu'il y a un patriciat, une sorte d'aristocratie urbaine, si vous voulez, un patriciat, mais qui peut parfois faire appel à une masse un peu plus importante aux autres citoyens de cet ensemble. Par exemple, à l'automne, juste un exemple, à Ulm, donc en 1530, il y a une situation politique un petit peu compliquée, tendue, et le magistrat, alors ce qu'on appelle le magistrat, c'est ce corps urbain qui pilote en fait le destin de la ville, c'est ce patriciat en fait, d'où ça émerge du patriciat. Il craint d'attirer la colère de Dieu, et de rompre en fait les ponts avec l'empereur, parce que c'est le problème de l'acceptation ou pas du passage à la réforme protestante, si vous voulez. D'où cette crainte de la colère de Dieu à ce moment-là. Et il y a beaucoup de tergiversations au conseil de ville. D'ailleurs, in fine, le conseil urbain, donc le magistrat, décide il faut faire appel aux autres, c'est-à-dire à l'assemblée des habitants. C'est là une forme de participation, j'avais fait dire démocratie, participation. Et là, on sait que vous avez une participation assez importante, c'est le 3 novembre 1530, une très large majorité, c'est doit être amendé, 85% semble-t-il, ont été favorables à l'adoption de la réforme. Donc là, il y a une pratique, nous on pourrait, au niveau de la ville, une pratique citoyenne qui a pu s'exercer, c'est un exemple parmi d'autres. Bien sûr, je n'idéalise pas du tout ces modèles-là, loin de là, mais c'est pour dire qu'il y avait une pratique. En France, les citoyens existent, sous l'Ancien Régime, toujours, bien sûr. Il existe, on l'a vu, c'est la qualité de bourgeois, en fait, ou de citins, ou de citadins, donc celui qui appartient, bien sûr, aux villes, c'est la même chose. Tous les habitants d'une ville ne jouissent pas juridiquement, en France, du titre de bourgeois ou de citoyen. Il y a des variantes, bien sûr, parce que c'est des héritages longs du Moyen-Âge, une période étrange, du Moyen-Âge, qui font que, ici ou là, il y a des variantes. Et en plus, ça va changer parce que le pouvoir, ce qu'on appelle couramment, un peu trivialement, la monarchie absolue, va aussi mettre le doigt là où ça fait mal dans certaines villes et surtout tenter de capter ce pouvoir. Et quoi qu'il en soit, une ville comme Bordeaux, par exemple, à la veille de la Révolution encore, là on voit le patriciat. 1500 familles, peut-être l'équivalent 5-6 000 personnes, sur une ville quand même de 100 000 habitants environ, sont eux qui dirigent la ville, c'est oligarchique de toute façon, sont eux qui sont les bourgeois réunis en corps et collège, et qui vont coopter, ça aussi c'est notre pratique, de la citoyenneté dans l'Ancien Régime, de coopter en fait les membres d'autres collèges. Voilà, bien sûr c'est de l'entre-soi élitiste évidemment, avec une catégorisation socio-économique extrêmement importante. Et là, vous aviez un maire, parce que le vocable de maire aussi existe sous l'Ancien Régime, notamment pour les villes, mais pas que pour les villes d'ailleurs. Et il était élu pour 2 ans, avec des 6 jurats. Les jurats, c'était des jurats, c'était des quartiers, si vous voulez. En fait, si vous prenez l'ancienne cité de Messine, au Moyen-Âge, c'était pareil. Les Parèges, par exemple, ça doit vous dire quelque chose, c'était le même type de fonctionnement. Également, bon, après, ça va s'éteindre, notamment, bien sûr, avec la venue des Français à partir du milieu du XVIe siècle, progressivement. Et donc, sous l'Ancien Régime, ce que l'on peut voir, on peut s'intéresser à cette question du rôle de l'élection, parce qu'il y a des élections, nécessairement. Alors, évidemment, ce n'est pas d'élection à bulletin secret, c'est un peu des élections à la Staline, ça, c'est toujours dans la joie et la bonne humeur où tout le monde sait ce que fait tout le monde. Alors, donc, choix. C'est intéressant cette idée. Bref, cette idée du choix, donc bonne élection, approuver, confirmer une élection. Action d'élire. C'est intéressant l'évolution, un choix fait par plusieurs personnes quand même, c'est mieux.
même si on parle d'élection divine, etc., super personne, et là, la Révolution est engagée, corps aux communes, au concours, concours des suffrages. Donc, l'idée d'une pluralité importante, avec bien sûr ce nouveau citoyen, approuvé, etc. Et en 1935, toujours la même chronologie, là on parle même de mode d'élection, c'est le mode, ce qu'on appelle le scrutin, le mode de scrutin, bien sûr, et etc. Mais quand on regarde ça, alors j'ai le dictionnaire de Trévoux, j'ai fait là, donc vous voyez, c'est très intéressant. Éligibilité, terme de droit canonique. À quoi on se réfère quand on parle d'élection? De droit canonique, ici. Alors, éligible, qui peut être élu, qui a la qualité requise, et on donne quoi comme exemple? Je ne sais pas s'il y a un point qui a qualité requise. Ici, les cardinaux de la maison souveraine. En fait, on vous donne ici des exemples, quand on regarde, souvent très liés aux religieux. C'est-à-dire que l'élection, l'idée de l'élection est fondée là-dessus. Vous avez ici, alors ainsi le choix, bon, ici on distingue choix et élection, je vois le temps plutôt, je ne vais peut-être pas trop là-dessus, mais vous voyez à nouveau ici, élire se dit en termes d'écriture sainte, à chaque fois on fonde là-dessus, et on est quand même en 1771, avec Trévoux. Alors bien sûr c'est pas incompatible, parce que je dis précédemment. Et électif, ici toujours, qui se fait par élection, etc. Voilà. Alors, on vous parle ici de l'élection, notamment, alors, on fait référence à cette élection particulière qui est celle de notamment pour l'empereur ou la couronne de Pologne. Alors, il y a un ordinalement de choix, voilà. Et c'est intéressant ici, notamment. Il y a cette différence entre élection et choix, c'est que l'élection a rapport à un corps ou à une communauté qui donne ses suffrages. C'est pas l'individu, c'est le groupe, c'est... Tout à l'heure, on parlait de patriciat, c'est le corps urbain, c'est ça qui compte. Donc il y a bien une pratique, mais c'est celle... Je vous aveugle avec un coup de laser. Il y a bien ici le rôle, bien sûr, uniquement entre guillemets du groupe. C'est-à-dire que l'individu ne compte que par rapport au groupe. Et ça, c'est typique d'Ancien Régime. C'est ça qui compte. C'est pas l'individu seul. L'individu, il entre avec la Révolution française. Il existait physiquement, bien évidemment. Mais c'est là qu'il va y avoir une chose importante en termes de bascule. Et toujours avant la Révolution, on voit bien que, alors il y a des évolutions, c'est-à-dire que progressivement, on parle, parce que quand on s'exprimait en tant que corps, on parlait, c'était le principe derrière de l'unanimité, réelle ou pas, d'accord? Vous savez, les cardinaux, quand on les enferme, on attend que la fumée blanche elle sorte, etc. C'est l'idée de l'unanimité. Initialement, c'était ça. Et on les enferme aussi pour avoir cette idée de l'unanimité derrière, parce que c'est l'idée que, évidemment, c'était porté d'une seule voix collective. Progressivement, et notamment dans le cadre de l'élection impériale, c'est juste une personne, bien évidemment, on va rentrer dans autre chose. C'est là, on va faire rentrer le principe de la majorité. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simplement qu'il y a des choses qui vont se mettre en place constitutionnellement au moment de la Révolution française et après par la suite, sont des choses qui émergent dans le temps, comme ça, sur des choses a priori différentes, mais évidemment ça laisse toujours des traces, notamment chez les penseurs de l'époque. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez ce principe d'unanimité qui est progressivement rompu vers celui d'une pratique à majorité, et qu'on va retrouver à différents niveaux. Alors, vous avez celle des élections de type municipal, parce qu'il y en a, bien sûr, sous l'Ancien Régime, y compris même sous Louis XIV, parce qu'il est une sorte d'incarnation de cette monarchie dite absolue, mais que ce soit les gens qui sont élus, donc ces magistrats, ce corps urbain, comme on veut, ce conseil de ville, ou les gens qui participent à ces élections, on peut toujours, nous, s'amuser à lire, avoir une lecture politique de cela, mais ce n'est pas en rien politique. C'est aussi, c'est une grande différence avec ce qui va se passer par la suite. On ne veut pas, et surtout pas dans le cadre de la monarchie, donner la moindre ouverture à un pouvoir politique qui pourrait être une forme de contre-pouvoir, même à faible niveau. De toute façon, non. Les élections sont contrôlées, notamment, vous connaissez, ou le gouverneur, représentant du roi, ou l'intendant, représentant du roi aussi. Ce sont ces gens-là qui contrôlent pour ça. Alors bien sûr, c'est un jeu en même temps entre le pouvoir local, le patriciat, qu'on maintient dans ses privilèges, et puis le pouvoir, on va dire, central, royal, évidemment. C'est je te tiens, tu me tiens la barbichette, de manière à à ce que tout ça, ça puisse fonctionner, les uns tenant à leur place, les autres tenant à l'ordre public. En fait, ça tient comme ça. Mais donc là, il n'y a pas de politisation de cela. Vous avez toujours des assemblées
sous des assemblées provinciales. On connaît tous la question des... Enfin, on connaît tous, au moins, les États généraux, ça doit vous dire quelque chose, c'est de 89, etc. Les États généraux. Mais les États généraux, évidemment, ne sont en rien représentatifs de la réalité de la société. Ils ne sont absolument rien, bien sûr. La question de 3 ordres. Et en plus, à un autre niveau, vous avez des assemblées provinciales, et ces assemblées provinciales qui, pour beaucoup, continuent à survivre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, y compris donc sous Louis XIV et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il y aura des coupes un petit peu qui sont données pour mieux cadrer les choses, mais ici on voit très bien qu'on reste dans des pratiques corporatistes, toujours, y compris dans les assemblées provinciales, qui sont elles-mêmes en rien des assemblées représentatives de la réalité de la société. Donc, dans ces assemblées provinciales, là aussi, on pratique le vote, etc. Mais évidemment, on n'est pas dans un cadre démocratique. C'est clair, de toute façon. C'est un entre-soi, de toute façon. Une élite. Donc, une pratique électorale qui existe aussi, il faut bien l'évoquer, à d'autres niveaux, même au niveau les plus modestes. C'est-à-dire que vous avez des pratiques électorales aussi, par exemple, dans les villages. Alors, pourquoi? Parce que dans les villages peuvent être constitués en communautés. Alors ça peut être un village, souvent c'est un village d'une communauté, ça peut être parfois 2 villages. Ça chauffe en général quand il y a plusieurs villages, parce qu'il y a toujours les vieilles rivalités d'un village à l'autre, un vieux classique. Mais il n'empêche, et là vous avez des pratiques électorales. Sur quoi pouvait-il bien voter? Mais en fait, ils vivaient ensemble, notamment dans des pays de type open field, un peu comme nous, c'est-à-dire, mais pas que, c'est-à-dire où il y a des pratiques collectives, rurales. C'est lié au fonctionnement, l'usage des bois, l'usage des pâturages, etc., etc. Et là, vous avez une pratique de type citoyenne, peut-être très récente, mais de type citoyenne. On va aussi, dans ces communautés villageoises, désigner le principal représentant, celui qui aura le bonheur de représenter la communauté et notamment, par exemple, d'être redevable sur ses deniers de la taille qui est prévue qu'on doit donner. On va dire c'est super sympathique d'être élu dans ce cadre-là parce que ça vous tombe dessus un peu comme l'enclume. Donc, il n'empêche, vous avez ça. Par exemple, un autre exemple très concret, on va voter parce qu'on veut un maître d'école. C'est une réalité de l'Ancien Régime, pas partout. On veut un maître d'école, donc on vote parce qu'il faut payer collectivement un maître d'école, comme il y en aura notamment pas mal dans la région, par exemple Lorraine, au second XVIIIe siècle. Bien sûr, c'est très inégal partout dans le royaume, mais notamment, on oppose un peu facilement parfois la France du Nord, la France du Sud, où là, il y aurait des institutions communautaires davantage développées, avec le vieil héritage romain, pour les victoires romains aussi, mais bon, peu importe. Les villes également, sont ces assemblées, ça, on a pu dire. Et donc, il y a alors une vie publique, je ne dis pas une vie politique, une vie publique dans l'Ancien Régime, avec ces crises, quoi qu'il en soit. Et ces crises qui sentent un tout petit peu quand même le politique à certains moments. La fronde, ça doit vous dire quelque chose, parce que c'est une forme d'expression politique. La révolte sous l'Ancien Régime, c'est une forme d'expression. Vous allez me dire, c'est pas très citoyen, certes, d'accord, mais c'est souvent pour des intérêts très fondés sur la caste, l'esprit de caste. Il n'empêche, cette fronde nobiliaire et aussi parlementaire, au milieu du XVIIe siècle, c'est une réalité, on la retrouve également dans ces années 1760. Et en 1764, par exemple, donc sous Louis XV, on entend des choses qu'on a déjà entendues par ailleurs. C'est le consentement de la nation que représente donc, notre Parlement. Alors quand on lit ça, on se dit « Waouh, ils étaient super en avance !» Non, les parlementaires ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils utilisent, c'est que de la rhétorique, ils utilisent l'idée qu'ils sont des représentants face à un pouvoir royal, donc bien sûr du peuple, mais sous-entendu de ces différents corps, en fait, et ne sont en rien démocrates du tout. D'ailleurs, Louis XV, notamment la séance de la flagellation en 1766, saura bien les remettre à leur place et leur faire bien comprendre qu'ils ont des prétentions auxquelles ils ne peuvent bien sûr pas prétendre. Donc ici, mais ça ne fait rien. On voit très bien qu'il y a également là, s'ils utilisent cette rhétorique-là, c'est qu'il y a un petit substrat et que les choses bougent un tout petit peu. Et elles bougent, notamment parce que vous avez aussi eu ça. Vous connaissez certainement, bien sûr, c'est la question du modèle anglais. C'est très à la mode. Depuis hier, notamment, à nouveau, ou avant-hier, non, hier. Donc, la question, bien sûr, du modèle anglais. Alors, vous êtes tous comme moi, Voltaire, etc., Montesquieu, le modèle anglais, avec la Chambre des communes. Alors, avec l'idée que là, vous auriez une sorte de matrice
comme on dit, de la suite, et notamment qui va engendrer un petit peu la Révolution française. Alors ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors je ne vais pas vous faire les événements évidemment, hein, il y a deux morceaux, hein, il y a avec Cromwell, etc., l'exécution de Charles Ier, et puis là, ce qui nous intéresse plus ici, celle de la fin du XVIIe siècle, avec la glorieuse Révolution en 1688, et avec en 89, the Bill of Rights, avec la Déclaration des droits, notamment. Et avec cette mise en place d'un régime de type parlementaire, avec donc les communes qui sont élues. Hein. Alors, élues avec un système de majorité à majorité relative à un tour. Et ça ne fait rien, c'est très très novateur à ce moment-là. Alors, c'est un système qui favorise largement les candidats arrivés en tête, hein, et ce qui favorise d'ailleurs les regroupements, un petit peu les corps nouveaux, mais bon, qui regroupent. Et c'est là que c'est depuis là en fait que vous avez cette opposition, ces deux camps, les Whigs et les Tories, hein, en permanence. Et au XVIIIe siècle, la vie politique anglaise, elle existe. Pas pour tous, mais elle existe quand même. Hein. Il y a une représentation élue, ici, parce que les lords, eux, c'est naturel, évidemment. Donc voilà. Mais c'est qui ne représente qu'une fraction très réduite de la population. Et aux communes, on trouve notamment souvent des cadets des familles avec des lords. Donc il y a l'aîné qui est à la chambre des lords, et les cadets sont là. Donc c'est quand même pas une ouverture sociologique et sociale extrêmement importante. C'est, quoi qu'il en soit, un régime représentatif, électif, aristocratique et libéral dans ce XVIIIe siècle. Pas d'égalité sociale, bien sûr, ni politique, hein, mais ça c'est ça qu'apprécie Voltaire, notamment liberté de conscience, de culte, bien sûr, et de la presse. Là, c'est là des petites choses que l'on voit qui vont bien sûr donner des idées par ailleurs. On n'idéalise pas, parce que bien sûr, cette Chambre des communes, elle est très très inégalitaire dans sa représentation spatiale. C'est essentiellement l'Angleterre, déjà l'Angleterre, qui est représentée très majoritairement, par rapport à l'Écosse et tout ça. Et après, c'est essentiellement l'Angleterre rurale, des grandes possessions aristocratiques, et pas du tout l'Angleterre qui émerge petit à petit, celle notamment industrielle, ou pré-industrielle comme vous voulez. Donc c'est aussi très inégalitaire spatialement. Évidemment, on retrouve la puissance du sol et donc de l'aristocratie, de ces familles qui donnent les lords, hein, quoi qu'il en soit. Et ce droit de vote, il est réservé à ceux qu'on appelle the people, hein, c'est ce qu'on appelle aussi les freemen, donc les hommes libres. En fait, ce sont des nantis, hein, bien sûr, ceux qui sont capables de subvenir à leurs propres besoins. Ça, c'est important, c'est qu'on voit, sous le moment de la Révolution française, bah, c'est la base du suffrage censitaire, hein, de toute façon, ici, parce qu'il faut quand même avoir un revenu au moins égal à 6 000 livres. C'est énorme, hein, bien sûr. Il faut 300 pour être candidat à un bourg, etc. Bon, je vous passe tout cela, mais ça vous donne un corps électoral qui est à plus de 5% de la population, et 245 000 personnes, à peu près au milieu du XVIIIe siècle, pour vous donner une idée en Angleterre. Et une élection, ça coûte cher. Donc évidemment, c'est-à-dire normalement maintenant, tout le monde peut se présenter à une élection en France, etc. Mais c'est un mensonge. On sait très bien qu'une élection coûte cher. D'où des gens qui vont emprunter de l'argent, même des Russes, par exemple. Alors, ici, donc, l'élection coûte cher, en moyenne 1000 livres en 1700 et 5000 livres en 1800. C'est pas n'importe qui peut se présenter, hein. Ça c'est une évidence. Et les voix s'achètent. Alors ça c'est, vous voyez, c'est pas je c'est un anglais, mais c'est William Hogarth qui a fait ça. Donc une banque électorale pratique type, c'était autorisé, hein. C'est une forme de corruption, on appelle ça comme ça, hein. Alors bon, j'ai pas le temps d'analyser l'image, mais c'est intéressant, hein. On voit bien. Et vous avez ici aussi, hein, toujours, là, il y a donc, le scrutin. Alors, vous voyez, celui qui va voter, il est tenu, etc. Il y a des points, bien sûr, on donne de l'argent, on paye un coup à boire selon, enfin voilà, ça joue. Donc, mais ça fait rien. Il y a quand même une pratique pré-démocratique, on va dire ça comme ça. Et donc, ici, une implication. Et surtout, notamment là, au XVIIIe siècle, on voit bien qu'il y a l'idée d'un nouveau pacte social qui apparaît, donc pour un nouveau citoyen en quelque sorte. Hein. Alors ce nouveau pacte social, on le voit parce qu'on le devine parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous soulignent qu'il y a un changement. Alors je vais aller vite quand même là-dessus, parce qu'évidemment j'ai trouvé trop long. Il y a la redécouverte en quelque sorte du legs antique. Il s'agit un petit peu plus de glisser ici, avec
notamment. Donc la redécouverte du legs antique, bon, c'est connu, hein, les lumières, etc. Mais il n'empêche, avec l'idée de cette séparation notamment, de plus en plus, parce qu'il y avait déjà ça chez Aristote, cette séparation donc de la sphère publique politique, si vous voulez, et de la sphère privée. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans l'anachronisme absolu. Lui, il parlait d'Athènes, etc., dans une micro-société en quelque sorte, hein, rien à voir avec à l'échelle de la France, même au XVIIIe siècle. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est l'idée qu'il y avait une communauté organisée dans cette police, dans cette communauté citoyenne dans la police, à travers une constitution, donc les choses sont là, la politéia, hein, de toute façon, et vous avez donc cet ensemble, hein, je ne vais pas prendre le temps de le dire, mais donc, les lois qui protègent l'individu, la politéia, etc., le tyran et l'oligarque, bien sûr, là, on est dans le système de pensée et aussi géopolitique de cette Grèce antique, évidemment. Mais de ces Grecs, l'héritage du XVIIIe siècle, et dont nous bénéficions encore actuellement, c'est l'héritage, bien sûr, de l'égalité des citoyens devant la loi. C'est ça au XVIIIe siècle qui s'ancre dans certains esprits, pas tous. Hein, donc l'égalité des citoyens devant la loi et l'idée de la liberté. Alors, bien sûr, à l'époque, on parlait des citoyens, c'était pour une poche réduite. Hein, tout le monde n'était pas citoyen, dans Athènes, loin de là. Mais il n'empêche, l'idée est là. Comment dire, avec les Romains notamment, il y a l'idée aussi de l'élargissement de la citoyenneté. Alors ça, ce sont des choses que vous connaissez de façon directe ou indirecte, l'élargissement de la société, mais parce que vous avez l'élargissement qui est fondé sur un statut juridique. C'est-à-dire que Rome, et ça c'est quand même le génie du modèle romain, hein, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'ethnie qui sert à qualifier. Alors quand vous regardez l'Empire romain, où il a été fondé, c'est pas l'ethnie hein, qui compte, mais par exemple, ni la qualité sociale, ça c'est un peu plus humain. La fonction ne compte pas a priori, mais voilà, vous avez cette citoyenneté plus large possible, jusqu'à l'édit de Caracalla en 212, hein, qui ouvre cette citoyenneté. Alors, attention, hein, Rome reste très dans son fonctionnement très oligarchique. Hein. Le patriciat romain, ça doit peut-être vous dire quelque chose, voilà, et ça c'est une réalité. Et si on prend juste un exemple, vous aviez des comices centuriates, alors je ne suis pas antiquisant, mais quand même, vous avez des comices centuriates, où là, on votait par classe d'individus. Et généralement, la première classe faisait que l'élection était quasiment faite, enfin, on grattait du côté de la seconde classe, mais bon, voilà, donc en gros, c'est toujours les plus aisés qui. Voilà, on retrouve quand même ça. Mais il n'empêche, on peut en retirer des principes, et d'autres l'ont fait, bien sûr, au XVIIIe siècle. Autre facteur de changement au XVIIIe, donc qui nous font aller vers le citoyen que l'on connaît davantage, hein, qui ouvre la porte au citoyen individu, et non plus dans un groupe seulement, c'est que le niveau, et là je vais très vite, le niveau culturel globalement de la population s'élève. Alors là, bon, c'est un vaste débat, s'il y a 2-3 questions je pourrais répondre. Hein. Tout à l'heure j'évoquais le fait que vous avez des écoles de village qui se multiplient au XVIIIe, etc., avec certes des maîtres qui sont des religieux pour beaucoup, mais aussi des maîtres laïcs, un petit peu, hein. Il n'empêche. Alors, les estimations, là, vous savez, on se fonde un peu sur la question des signatures, tout ça. Est-ce qu'une signature, ça explique vraiment la capacité à écrire vraiment et surtout intellectuellement à saisir, hein, etc. C'est un débat, mais n'empêche, on fait ce qu'on a. Mais grosso modo, il y a une évolution. Évidemment, au moins, il y a une élite culturelle qui se développe de plus en plus. Alors, il y a toujours une noblesse, et il ne faut pas croire que la noblesse était non plus, comment dire, un peu... toujours attardé et retardé, et loin de là. Hein. Vous avez également une noblesse très libérale et très en avance, on va dire, sur le reste du paquet de la noblesse. Et vous aviez également, bien sûr, la bourgeoisie commerçante, hein, qui a misé sur l'éducation déjà, pour faire monter ses rejetons, hein, et gagner une place dans la société, une bourgeoisie qui est très active, évidemment, au moment de la Révolution française, parce qu'elle a des cadres intellectuels qui ont été fondés, elle a les capacités collective, de réfléchir par le biais de ces individus. Un exemple vous connaissez ça, hein, je ne vais pas insister sur les chiffres, l'encyclopédie qui est un vrai succès d'édition, plusieurs éditions, ça compte énormément ça, hein, et ça joue. Hein. Vous avez également, je vais très vite là-dessus, la vie de société, ces fameux salons. Alors bien sûr, ce ne sont pas des organes, c'est pas des salons de pensée politique, hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais on crée des habitudes de sociabilité, et ça c'est important. Et c'est comme vous avez les académies. Ah, ici, il y en a une, hein, quand même, d'accord. Ces académies, elles sont importantes parce qu'on n'y parle pas de politique, tout au moins pas directement.
Mais tout à l'heure, on parle de bien commun. On y réfléchit à ces choses-là, mais même à travers les questions agricoles, comment, les physiocrates et tout ça. Et tout ça, ce sont des éléments, des petites pierres qui servent bien sûr à montrer, à voir comment on peut faire changer les choses. Et ça sert de substrat, évidemment, après, à une lecture politique que vont avoir certains. Ça bouge de ce côté-là, donc, au fil de ce XVIIIe siècle. Et également, évidemment, les loges maçonniques qui se multiplient. Alors moi, je ne rentre pas dans les fantasmes, c'est pas la question, mais c'est une réalité. Et ces loges, de la même manière, sont des laboratoires d'idées, au même titre que des académies, souvent les uns étant dans l'une et dans l'autre, bien évidemment. Et donc, c'est ça, cette fameuse, notamment, c'est ce qui va servir d'appui à cette pensée des Lumières. Alors, cette pensée des Lumières, c'est vrai que j'avais été un peu long, je vais aller vite là-dessus. Je bouge un peu mes notes, excusez-moi. C'est la question de Rousseau, c'est celui qui a été le plus loin en fait dans la réflexion par rapport à la question du citoyen et surtout de la démocratie. Alors Rousseau, c'est quelqu'un qui était très, méfiant à l'égard justement de la notion de démocratie représentative, alors que nous, on considère que c'est intéressant, que c'est le fondement, c'est la réalité de la démocratie. En fait, Rousseau, il réagit à des écrits comme ceux de Grotius, par exemple, en 1625, sur le droit de la guerre et de la paix, sur ceux de Locke, de John Locke, également, le second XVIIe siècle, qui considéraient, donc des penseurs qui considéraient que l'état de nature, et l'homme dans l'état de nature, la nature de l'homme, c'était de se livrer à des passions, en groupe, même des passions sociales, et on va dire parfois donc le désir de possession, le désir de pouvoir, etc., la quête de l'honneur, et que s'il n'y a pas une puissance régulatrice qui est celle de l'État, évidemment, l'homme, vous connaissez cette expression, devient un loup pour l'homme. Bon, voilà, ça c'est l'idée. Et donc, il faut une puissance régulatrice, c'est l'État tout-puissant. Bon, je résume vraiment pour ça. Et Rousseau répond à cela, enfin, pour aller jusqu'au bout, pour John Locke notamment, c'est quand même l'idée que il faut, alors l'État, donc il doit avoir la main, et qu'il faut bien sûr des dirigeants. Ces dirigeants ne peuvent être que les plus riches, voilà. Et donc ça fait le pont aussi avec deux choses qu'on va voir un petit peu rapidement après. Mais des riches, bien sûr, qui vont avoir le pouvoir sur le peuple, mais ici pour des raisons non plus divines, et pour des raisons naturelles. Là aussi, c'est quand même un peu plus subtil, un peu plus fin que ça. Et avec Rousseau, vous avez, alors dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755, et il réagit. Il considère que ce n'est pas l'État qui met fin au désordre, mais c'est la force, justement la force de l'État, qui permet aux inégalités et aux diverses oppressions de perdurer. Donc, ce serait une matrice plutôt d'une forme d'inégalité, en quelque sorte. Et les dirigeants, ceux qui dirigent, au milieu du terme, ne peuvent représenter ni Dieu ni le peuple. Donc c'est le problème, bien sûr, là, de la délégation. Et la critique fondamentale pour cela, c'est que, il va essayer de déconstruire Rousseau, c'est que la démocratie représentative pourrait paraître comme un modèle, mais pose problème. Parce que l'homme est fondamentalement libre, et le fait de passer un faux contrat lui fait renoncer à une partie de sa liberté, voire à sa liberté complètement. Et il dit qu'en fait, il n'y a eu aucun contrat qui a été passé, notamment dans le cadre monarchique, parce que, en gros, qui a signé en quelque sorte, mais surtout parce que il y a un rapport inégalitaire, il y a une inégalité juridique, donc il ne peut pas y avoir un contrat égal. Il peut y avoir égalité que lorsqu'il y a une égalité juridique, et lorsque l'un des deux membres, ou les deux membres, bien sûr, du contrat, peuvent se retirer, légalement. Et partant de là, ce n'est pas possible dans les critères, dans le type de régime qu'il y a à l'époque. Donc, vous connaissez ça certainement. Après, il propose quoi? Un nouveau contrat social, ça c'est en 62. Et avec toujours cette question, comment fonder comment ne pas pervertir sa liberté de citoyen, ne pas la dévoyer, et comment se donner des gouvernants tout en refusant l'idée de la représentation du peuple. C'est un peu la quadrature du cercle, c'est chez Rousseau. Alors, parce que ça suppose qu'il y a une forme d'obéissance légitime, c'est quand même nous en tant que citoyens, l'obéissance qui est acceptée et donc à nos yeux légitime. Ça suppose donc qu'il y ait une volonté consciente, raisonnée. Là on touche la question des droits et des devoirs, de toute façon pour nous. Avec ce devoir d'obéir, qui longtemps est mis en avant sous l'Ancien Régime, c'est le devoir d'obéissance, fondé notamment sur Dieu, etc. C'est ça.
que ce soit catholique protestant, le devoir d'obéissance, hein, avec une hiérarchie sociale qui est justifiée comme ça. Et là, on voit qu'il y a un coin qui est mis là-dedans, parce que comme on ne justifie plus aux yeux de Rousseau, à partir bien sûr d'une loi divine, partant de là, le devoir d'obéissance ne peut venir que du libre consentement. Hein. Et gouverner, diriger, souvent sont confondus à ses yeux, et ce qui est là, ça pose problème. C'est pour ça que lui, il parle plutôt qu'il faudrait des commissaires, hein, des gens qui sont commis, pour appliquer quoi? Les décisions collectives. Alors ça, c'est le modèle de Rousseau, avec, in fine, et bien sûr au bout, la véritable démocratie qui est dans le suffrage universel, hein, qui est l'expression de cette liberté, du libre choix par le vote, et non par la délégation. Mais avec un problème, bien sûr, c'est la taille. C'est souvent ce qu'on oppose à Rousseau, c'est est-ce que c'est possible, de vous rappeler des souvenirs de philo pour certains, est-ce que c'est possible de le faire à l'échelle de la France, alors que là, c'est l'exemple suisse notamment, mais l'exemple suisse, encore actuellement, avec le système des votations, hein, nous montre qu'il y a des choses qui sont intéressantes, déjà à l'époque, hein, et qu'on peut entendre. Et toujours dans ces facteurs de changement, dans ces facteurs de changement, il y a le fait, hein, bien sûr, que tout ça, ça a des échos, hein, ce qui se passe là intellectuellement. Et alors, Rousseau, au milieu du XVIIIe siècle, il y avait Montesquieu, l'esprit des lois de 1748. Montesquieu, qui était monarchiste, hein, de toute façon, on ne peut pas non plus tirer trop, mais surtout, il y a des exemples qui se multiplient, réels, concrets. Il y a ce qui passe aux États-Unis, enfin, ce qui deviennent les États-Unis d'Amérique. Avec, et ça c'est important ce qui s'y passe, je vais faire juste en 2 mots, pour simplifier, parce que évidemment j'ai bougé mes feuilles, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas grave. Et ce qui se passe ici dans 13 colonies, ça ne fonctionne pas, c'est ça? Oui, ça s'est débranché, je ne trouve plus la... c'est le fantôme de l'opéra qui agit. Alors, c'est pas grave. Donc, dans les 13 colonies, alors vous allez dire quel est le rapport? Évidemment, pour la totalité des Français, ça ne voulait rien dire, mais si on met le fait que vous avez une élite cultivée de plus en plus, qui se renseigne, y compris dans la noblesse d'ailleurs, vous connaissez tous Lafayette, qui regarde ce qui s'y passe. Je pense que je vais vous montrer quelque chose, mais c'est pas grave. Évidemment là, on voit bien qu'il y a une porosité avec les événements, hein, qui est accentuée aussi par des écrits. Alors je vais montrer notamment si ça refonctionne. C'est pas grave. Voilà, merci. Ici, merci. Vous voyez les dates ici, hein, donc un tout petit peu avant, nous on le sait, avant la Révolution française. Vous avez devenu article États-Unis, donc c'est encyclopédie méthodique, Constitution de la Grande-Bretagne, ça va être le modèle aux constitutions américaines, etc. Donc ceux qui regardent les droits de l'homme et du citoyen en convient à tous les peuples et à toutes les nations, grandes ou petites, etc. Et dans d'autres termes. Et donc ici, il n'en est pas de même aux États-Unis, on proscrit tout ce qui regarde l'autorité royale. On est, avant bien sûr, chez nous, avant la fin de la monarchie dite absolue. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a cette porosité intellectuelle et qu'on ouvre, bien sûr, l'esprit. Et davantage encore ici, avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être, parce que c'est un des acteurs des débuts de la Révolution, hein, Brissot. Et ici, donc, 87, alors bon, à l'édition, hein, en France, alors même si, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des cours en France, hein, les diffusions sous le manteau, c'est ultra classique, hein, sous l'Ancien Régime, donc là-dessus, de toute façon, diversité d'opinions, etc. Bon, je passe, hein, et tout à la fin, parce que je vois le temps qui court, on nous dit « Voici les prodiges que nous calomnions, nous Européens, enchaînés par nos antiques institutions. » Bon, c'est un appel évidemment à ce que ça change sérieusement à ce moment-là. Il y a donc ce modèle américain, alors qu'il ne faut pas idéaliser non plus, parce que le modèle américain, la réalité, hein, c'est qu'ils ont tenté des expériences de type démocratique, mais très très vite, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire très très vite, on va dire, il y a ceux qui possédaient quelque chose se sont rendus compte que l'élément populaire était quand même un petit peu agité et dangereux. C'est exactement ce qu'on va voir après au moment de la Révolution française. Il y a d'autres choses qui se passent, mais comme je vois que c'est au moins pour mémoire, je vous le dis, hein, vous avez également beaucoup d'agitation politique aux Provinces-Unies. Alors, c'est ce qui donnera ce que nous on appelle la Hollande actuellement, hein, les Provinces-Unies. Et dans ces années 1780, là, il y a de l'agitation. Les Provinces-Unies ont été fondées en 1579 par séparation, par la guerre, hein, bien sûr, avec les Pays-Bas espagnols à ce moment-là. Et il y a l'idée de revenir et de modifier la Constitution de 1579 dans un sens plus démocratique, parce qu'eux aussi ont les modèles américains à l'esprit. Bon, c'est pas grave, ils vont se faire écraser par les Prussiens venus aider les orangistes de ce point de vue-là. Mais quoi qu'il en soit,
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on glisse du modèle anglais, monarchie parlementaire, au modèle américain, ouverture sur la démocratie, et qui, bien sûr, va être largement animé avec des gens, alors comme Brissot, mais comme Lafayette aussi. Hein. Quand vous avez un Lafayette qui, on est au tout début de la Révolution française, Lafayette, il va venir présenter, essayer rapidement de venir présenter un projet, au tout début hein, des événements en 89, un projet de constitution. C'est super novateur, hein, c'est un bouleversement. Lafayette, c'est quand même un aristocrate, il ne vient pas, bien sûr, de la Ligue du peuple. Alors, l'émergence du citoyen contemporain, il y a combien de temps, encore 5 minutes 5. D'accord. Allez vite, c'est pas grave. Donc, c'est la question, bien sûr, du citoyen vainqueur de la Révolution. Je reviens un petit peu, je crois que j'avais l'autre ici. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des constitutions, je vous rassure, ça c'est juste un peu en appui. Ce qu'il faut voir, déjà, il faut avoir conscience que ceux qui font la Révolution, ceux qui vont fonder la Constitution, sont des gens qui n'ont pas été élus, tout au moins ils ont été élus dans le cadre des États généraux. C'est une évidence, mais il faut le rappeler quand même. Hein. Ceux qui vont faire ce qu'on appelle la législative, sont des membres, sont des gens qui vont rester, sont des nobles, et ce sont des bourgeois, qui sont eux qui vont asseoir cette nouvelle démocratie et la nouvelle place du citoyen. Alors ça, vous pouvez même l'avoir à l'esprit. Hein. C'est une révolution, mais c'est une révolution quand même canalisée. Bien sûr, vous avez l'élément populaire, notamment dans l'agitation, ponctuellement. Évidemment, il y a tous les événements que vous connaissez peut-être. Ça, c'est une réalité. Hein. Il n'empêche qu'avec la Constitution, la première, c'est pour 91, hein, là, vous avez un suffrage censitaire. Vous avez à 2 degrés. Hein. Et ça, c'est important, avec un âge de 25 ans. Et bien sûr, c'est masculin. Bien évidemment, c'est dans le cadre de l'époque. Après, il y a des gens qui vont revendiquer, des gens comme Olympe de Gouges et d'autres, ça veut dire des femmes qui vont revendiquer. Hein, c'est une question de l'égalité, mais ça ne sera pas, mis en œuvre. Toutefois, en 1791, il faut quand même voir que si c'est censitaire, c'est un petit sens, on va dire censitaire, et on est à une population mâle, masculine, qui, après, à 70% a la capacité de vote. C'est pas rien. C'est censitaire, mais c'est quand même assez large. Hein, bon, et ça reste masculin. Vous avez après la fameuse Constitution de 93, qui reste une référence pour, encore politiquement, dans le mythe un petit peu, pour d'aucuns, plutôt à gauche, voire très à gauche. Hein, vous avez ça. Les hommes âgés de plus de 21 ans, c'est cette idée-là, ce sont les hommes, hein, donc ce ne sont pas les femmes, évidemment, hein, ça limite toujours à l'époque. Pour ça, de toute façon, elle va être votée, elle ne sera jamais, c'est le mythe, hein, elle ne sera jamais mise en œuvre, de toute façon. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de. Alors que c'était celle qui aurait mis davantage de citoyens en action. Et vous allez avoir une évolution à travers les événements, notamment assez rapide en 95. Alors là, on a après la terreur, c'est ce qu'on appelle la fondation notamment du directoire. Et on voit ici hein, des choses qui sont maintenant complètement nouvelles. Vous avez alors toujours un vote censitaire, pyramidal. Hein. Ça, c'est des verrous bourgeois. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas une interprétation, c'est vraiment des verrous contre l'élément populaire considéré comme inéduqué. Je vous rappelle que c'est fait ça. Boissy d'Anglas, la République des meilleurs. Les meilleurs ne peuvent être que les gens éduqués. Et il le dit clairement, et les gens qui possèdent quelque chose, parce que sous-entendu, les gens qui possèdent quelque chose ont quelque chose à perdre. La populace n'a rien à perdre, à part la vie. C'est ça la logique de l'époque. Et donc ça, c'est avec... Mais ici, ça c'est très... pour nous, c'est étrange. On élit les juges, etc. Hein, c'est très... la démocratie, c'était ça, aussi à ce moment-là. La pratique de l'élection, donc à étage, quoi qu'il en soit. Et nous, ça c'est notre héritage de cette époque-là, l'ouverture au bicaméralisme, hein, c'est 2 chambres. Les noms changeront, peu importe. 2 chambres, alors que jusque-là, il n'y avait qu'une seule assemblée. Hein. Et donc, bien sûr, cette division aussi, c'est un frein à une expression plus directe de l'exercice citoyen, du vote. Hein. C'est des verrous, en fait, contre un vote citoyen qu'on veut canaliser. Ça aussi, l'un des héritages de 95, sur lequel on est en partie encore de nos jours. Et en 95, pour vous montrer aussi que les gens sont réticents face à cela, alors il y avait une usure. Hein. Les gens... il y avait une usure, le nombre de votes s'est écrêté, la participation aux élections, et ça va cesser de plonger. Et pour vous dire, en 95, on estime que, à peu près, il y a 80% des citoyens, donc vous voyez, j'entends un citoyen actif, hein, ont boudé les urnes. Alors, on dit, oh, les gens ne votent plus, etc. Très rapidement, ça s'est écrêté, en fait.
parce qu'il y a une usure face à tout ce qui se passait. Hein. En gros, il y avait tellement de turnover politique à ce moment-là, hein, qu'il y avait donc une sorte de dédain en quelque sorte, hein, pour ça. Et donc, de cette période-là, hein, on a quand même un héritage. Bien sûr, c'est du suffrage. Alors, suffrage censitaire, c'est un héritage politique qu'on va traîner tout le long du XIXe siècle, évidemment, et tout le long de la Troisième République, quasiment. Et vous avez aussi autre chose, c'est l'idée, quoi qu'il en soit, hein, qu'on a mis en place l'idée de l'égalité, bien sûr, de droit, hein, et qu'il fallait aller vers une égalité de type politique. Hein. Alors, sur le principe, ça c'est dès 1789, dès la Déclaration des droits de l'homme. Dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et dans l'encyclopédie, par exemple, là, on revient un tout petit peu au milieu du XVIIIe, Dolbar écrit « C'est la propriété qui fait le citoyen. Tout homme qui possède dans l'État est intéressé au bien de l'État. Et quel que soit le rang que les conventions particulières lui assignent, c'est toujours comme propriétaire, et c'est en raison de ses possessions qu'il doit parler ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter. » En fait, la Révolution française ne sort pas quasiment de ce schéma de pensée-là, et pendant très longtemps, jusqu'à la Troisième République, il y a eu la Seconde République, mais principalement la Troisième République, hein, on voit qu'on est dans ce schéma-là. Et en fait, le vainqueur, et je termine là-dessus, le vainqueur, c'est notamment l'État qui sort vainqueur. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour dire que les citoyens, bien sûr, ne comptent pas, mais parce que l'État, et ça c'est une création aussi, bien sûr, de cette monarchie de plus en plus forte, au fur et à mesure des siècles, notamment l'époque moderne. L'État, il est autonome à présent, hein, c'est-à-dire que l'État, ça devient, avec notamment un État administratif, hein, quelque chose qui arrive à survivre, à transcender la question des régimes politiques. Hein. Ça pose pour nous la question du citoyen à l'égard de cela. Un État, bien sûr, qui est souverain et qui incarne la souveraineté, là aussi ça peut être discuté, et sous l'idée d'un État perpétuel, continu. Et c'est l'Ancien Régime, hein, qui a assis cette idée-là, après la monarchie dite absolue, avec une administration régulière, puissante, etc. Hein, mais qui va quand même concéder des droits. Hein, et donc, en fait, l'État, il peut être tout ça parce qu'il est fondé justement sur une société politique qui a pu changer, et qui a changé, parce qu'on a ouvert la société politique aux citoyens, mais oui, c'est un citoyen, je veux dire, une citoyenneté qui est réservée, d'un point de vue de la pratique politique, uniquement, bien sûr, à une citoyenneté de type active. Après, il y a toujours ces citoyens passifs, les femmes, les enfants, etc., qui peuvent agir. Alors, l'affirmation du citoyen, c'est un long chemin, et de toute façon, il n'est toujours pas fini. Hein. Ça nous apprend qu'il faut rester prudent. Hein. J'ai juste mis ça à la fin, voilà, ça fait inconnu pour 1850. Donc, un long chemin, ça nous apprend qu'il faut rester prudent, enfin, me semble-t-il, avec l'usage des mots. Il faut toujours les remettre dans leur contexte. Je suis historien, donc évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être prudent sur l'action des pratiques, hein, et surtout lutter contre les évidences. Dans l'introduction, on évoquait un petit peu les lieux communs, les usages verbaux, etc. Vous savez, des choses que les gens reprennent en boucle, comme actuellement, il y a une expression du narratif. Vous n'avez pas remarqué ça dans les médias? Le narratif, c'est le nouveau mot à la mode. Hein, c'est pareil. Donc il faut être prudent de ça, parce que à force de répéter des mots, on les vide parfois de leur substance. Hein. Et parmi les évidences, justement, pendant longtemps, il y a eu l'idée que dans un vaste pays comme la France, on ne peut, on ne peut déléguer temporairement son pouvoir, hein, et que le citoyen est avant tout un citoyen fait de droit. Hein. La citoyenneté réelle, quoi qu'il en soit, elle est bien irrévocable, normalement, ça c'est le principe. Mais nous, user du terme de citoyen, hein, pour lui donner son épaisseur, hein, il faut justement acter le fait que le citoyen il ne doit pas être infantilisé, parce que ça aussi, il y a un effet pervers dans l'usage du terme, et dans le cadre de la démocratie représentative, hein, une forme d'infantilisation du citoyen, du style, vous nous avez délégué le pouvoir, nous maintenant on gère les affaires. Et quand je dis ça, je ne suis pas de politique, hein, c'est une question de pratique. Hein, et ça peut expliquer aussi parfois le décrochage, tout au moins le décrochage d'une partie de la population, en considérant que leur vote n'a jamais d'importance. Après, comment faire pour que ces gens-là puissent s'impliquer dans la vie collective? Ça, bien sûr, c'est un peu l'essence de ce qui nous rapproche aujourd'hui. Je vous remercie.